Salut l'équipe, c'est Attic et vous regardez bien Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Attic, tu viens de sortir une mixtape qui s'appelle Chaise pliante. Et elle s'ouvre avec un morceau qui s'appelle Welcome. Welcome à la cité. Ouais, c'est comment. Y'a les condés plein la cité. Ouais, c'est comment. Et dans le clip de Welcome, t'as invité plusieurs rappeurs comme Dooms, McTayer, Rémi. Pourtant, ils sont pas dans la mixtape. Pourquoi t'as choisi de les inviter sur le clip? Bah, en fait, l'idée du son Welcome, c'est de raconter la cité telle que moi je la connais et telle que certainement beaucoup de gens la connaissent et mettre des têtes comme, pour tous les citer, McTayer, Rémi, Elams, Dooms, Zixo, RK. C'était juste une manière de rendre hommage à des rappeurs que je considère comme être des rappeurs qui connaissent la cité, qui savent ce que c'est, qui connaissent la cité que moi je connais et dont moi je parle, et qui ont leur vision de la musique, ont leur vision des choses, et juste prôner une certaine unité, je pense, autant pour les jeunes de quartier que pour les rappeurs entre eux, tu vois. Et puis que ça va du plus jeune comme RK, qui a déjà une carrière hyper établie, mais qui est jeune, à McTayer, qui est un ancien dont la carrière est et restera à jamais légendaire dans le rap français. Donc voilà. C'est un honneur d'avoir eu tous ces gens-là, en tout cas, pour faire passer le message que j'avais à faire passer dans ce son. Toi, t'habites à Guyancourt. Et comme tu dis, il y a des cités. Ouais. Mais à 5 minutes, il y a aussi des étendues de champs. Ouais. Il y a une grosse partie campagne. Il me semble que tes grands-parents, ils habitent à la campagne. Tu connais un peu les deux. C'est ça. Je vais pas te faire parler des différences qu'il y a entre ces deux milieux, mais plutôt des ressemblances. Est-ce qu'il y a des similarités entre ces deux mondes? Là, comme ça, d'instinct, je te dirais non, mais en fait, tout dépend. En fait, les similitudes qu'on va trouver entre ces deux univers qui ont l'air opposés, en fait, je pense que les similitudes, elles vont se retrouver juste dans l'accueil que tu peux recevoir des gens, etc., dans la manière dont les gens vont t'accueillir dans tel ou tel milieu. En vrai, moi, j'ai certainement plus connu la vie urbaine, en quartier, etc., que la vie de campagne. Mais ça ne veut pas dire que demain, je vais aller en campagne et que, certes, ce n'est pas mon élément, mais ça ne veut pas dire que je vais me sentir mal. Autant en cité, tu peux avoir des coins où c'est pénible d'y aller parce que l'accueil va pas être facile, parce que tu n'es pas du quartier, parce que tu n'es pas de la zone, que si on ne te connaît pas, les gens sont un petit peu plus hostiles et tout. Il y a des endroits où c'est hyper accueillant, c'est hyper chaleureux, tout le monde est bienveillant. Et je pense que c'est pareil dans la campagne, en fait. Moi, si tu me vois arriver dans un quartier, je peux autant me faire bien accueillir que mal accueillir. Et si je vais dans une campagne, je peux autant me faire bien accueillir que mal accueillir. C'est déjà moi, mon attitude, comment je me place dans ce milieu-là. Et après, comment les gens, eux, décident de m'intégrer à leur milieu ou pas, en fait. Tout simplement, je pense. Okay. Mais en termes de similitudes, il n'y en a pas énormément. Après, moi, là où je vis, c'est urbain et campagne. Bon, maintenant, ça reste quand même à 30 minutes de Paris, donc ça va, c'est pas trop la campagne non plus. T'as commencé très jeune à t'intéresser aux mots. T'as gagné même un concours de poésie quand t'étais au collège. Ouais. Et tu lisais beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué plus que les autres? Là, comme ça, je te dirais Harry Potter, parce que c'est le premier livre où vraiment je me suis dit, genre, je vais me poser pour lire. Et le pire, c'est que moi, en gros, ma mère me force à lire ce livre et j'ai pas envie de le lire. Parce que moi, ça m'intéresse pas, les trucs de sorciers, un peu fantastiques et tout. Et finalement, en fait, j'accroche de fou. Et c'est fou parce que moi, j'étais beaucoup plus porté sur un univers un peu plus réaliste, tu vois, je sais pas, une enquête criminelle. Et là, on me sort Harry Potter et au final, je kiffe de ouf. Et ouais, je pense que c'est ce livre-là qui m'a le plus marqué quand j'étais petit, même si après, j'en ai lu qui m'ont vraiment beaucoup plus marqué par la suite. Mais ouais, quand j'étais gamin, ça doit être ça.
Comme lesquels, par exemple, tu te souviens des livres que tu as pu lire qui t'ont marqué ensuite? Certainement celui qui a le plus chamboulé ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'en vois encore les conséquences, c'est la biographie de Malcolm X, l'autobiographie de Malcolm X, coécrite avec Alex Haley. C'est une autobiographie qui est quasiment disponible nulle part. C'est un livre qui vaut extrêmement cher. Et il est disponible en anglais. Et j'ai eu la chance de pouvoir le lire en français. Et de l'avoir à un moment donné. Je l'ai prêté à quelqu'un, je ne sais plus où il est maintenant. Je me sens carotte de fou. Et ouais, ce livre-là, il m'a chamboulé. Parce qu'en fait, c'est un livre où Malcolm X retrace tout son parcours, de son enfance jusqu'à sa vie de criminel, jusqu'à sa conversion à l'islam, puis sa déception vis-à-vis du groupe dans lequel il évoluait à l'époque pour le côté religieux, puis après son départ à l'étranger, et quand il revient, c'est un autre Malcolm X avec une autre manière de penser, beaucoup moins extrémiste, etc. Et de voir un parcours comme ça, c'est juste... c'est magnifique en fait, c'est magnifique. C'est plein de sagesse, c'est un message de volonté, y a tout dedans, quoi. Tu lis ce livre, tu es au fond du trou, tu ressors, tu te dis ok, en fait, je peux tout réussir, je peux tout faire, parce que lui, il était en termes de déterminisme social, moi je suis bien. Moi je suis bien, parce que lui, c'est famille d'accueil, laisse tomber. Mohamed Ali aussi, son autobiographie à Mohamed Ali, elle m'a marqué. De manière générale, c'est en gros, c'est un quatuor, quoi. C'est Malcolm X, Martin Luther King, Mohamed Ali et Nelson Mandela. Bon, les quatre, voilà, quoi. Chacun a ses défauts, ses qualités. Chacun, tu vois, Mohamed Ali, c'était quelqu'un qui était très dur avec ses femmes, par exemple, et tout. Il a eu beaucoup de mariages, beaucoup d'enfants, et il était assez dur. Et en fait, c'est intéressant parce que il y a des éléments où je vais me reconnaître dans les personnages pour certains aspects, mais pas pour d'autres, etc. Et Mohamed Ali, pour moi, Mohamed Ali, plus que le sportif, c'est l'homme, en fait, par exemple. Et pour moi, c'est le plus grand sportif qui ait jamais existé, potentiellement, parce que son aura a largement dépassé toutes les barrières du sport, de tout, en fait, quoi, tu vois. Peut-être qu'un sportif comme Teddy Riner ou Zidane avait plus de talent, ou Ronaldo le Brésilien, ou Maradona, ou Pelé, mais en termes de message social. Mohamed Ali, le mec, il a décidé de se faire suspendre parce qu'il refusait d'aller à la guerre au Vietnam, parce que pour lui, c'était contraire à son éthique, parce que la guerre au Vietnam, c'était tuer des gens qui ne lui ont rien fait, alors que lui-même, dans son pays, n'est pas considéré comme un être humain normal. Et le mec s'est fait retirer ses titres pour ça, à une époque où il n'y en aurait pas beaucoup qui l'auraient fait. Il y en a plein qui auraient mangé dans la main de tout le monde et qui se seraient dit « tant que je mange, j'y vais », tu vois. Donc non, c'est des grandes personnes dont les combats m'ont fortement inspiré, on va dire. Il y a les paroles d'un autre homme qui t'ont touché aussi, c'est Soprano. Ouais. Quand il fait comme une bouteille à la mer. Le temps a soufflé sur ma 25e bougie, j'en suis même pas sûr. Je suis toujours dans le même logis, dans la même logique. Piano des feux de l'amour pour me faire réveiller. La petite sœur pour me faire agrailler, brailler, je le fais pour... Pourquoi t'aimes tant ce morceau? Parce que c'est un morceau d'écorché vif, parce que c'est un morceau... J'aime tant ce morceau et surtout ce live. C'est-à-dire que là, c'est... Là, tu vois, par exemple, là, je suis bien, là. Mais en fait, ce morceau, moi, il m'a chamboulé parce qu'il est arrivé à un moment de ma vie où je ne sais pas pourquoi, j'avais plein de questions, plein de choses. Et tu sais, on a souvent tendance à dire les adolescents, ils ne se sentent pas compris, ils ne se sentent pas écoutés. Et peut-être que c'était mon cas, en fait, je ne sais pas. Et j'ai pas le recul et je crois que je l'aurai jamais pour comprendre ce qui se passait au moment où je suis tombé amoureux du rap et surtout du rap mélancolique, en fait. Mais une chose est sûre, c'est que moi, ça me mettait exactement dans le cocon dont j'avais besoin à ce moment-là, en fait.
et les mots qu'il emploie dans ce son sont juste parfaits et ils sont parfaits parce que je vais les interpréter d'une manière quand j'ai 14 ans et quand je vais réécouter le morceau à 18 ans, je vais le prendre encore d'une autre manière et quand je l'écoute encore aujourd'hui, je le prends encore d'une autre manière. Et c'est ça qui est fou en fait dans des grands morceaux, c'est qu'à chaque période de ta vie, il peut te marquer pour des raisons différentes. Et lui, il arrive à sublimer un morceau, à prendre l'essence de ce morceau-là et à la ressortir d'une manière qui est juste ultra touchante en fait et ultra sincère. Et pour un morceau comme ça marche en fait. C'est ça, dans ce live, il est super sincère et il est grave touchant. Et même parfois, tu vois, Soprano, il fait ça parfois il crie. Et là, dans ce live, il crie dans le son. Il crie comme ça. Il fait, Wouah comme ça, pour me calmer. Je rappe, d'autres roule. Et il reprend tout, tu vois, il reprend tout de suite et tout. Donc ça veut dire qu'il y a une part de lâcher prise et il y a en même temps une part de contrôle. Et waouh. Toi, dans tes morceaux, souvent, tu cries aussi. C'est pour te calmer aussi ou pas? Ça a souvent été pour me calmer, ouais. Après, la musique, oui, c'est évident que c'est un exutoire. Ça m'est déjà arrivé de rentrer en studio énervé en me disant, là, de toute façon, la seule chose qui peut sortir de cette séance, ce sera de l'énervement. Et ça fait des très bons sons, des fois. Des fois, ça va faire des mauvais sons parce que tout matche pas bien, mais avec le temps, j'arrive à aller directement au cœur de ce que je veux faire, en fait. Et je le sens rapidement. Pour donner un exemple, il y a 3 jours, je suis posé en studio un soir et je commence à écrire sur une instru. Et au fur et à mesure que j'écris, déjà, je vois que je mets du temps à écrire. Et c'est pas mon habitude. Tous mes sons là que j'ai écrits, quand je les ai écrits, parce que la moitié du projet, elle n'est pas écrite, et quand je les écris, c'est des sons qui sont faits en... Enfin, un couplet, ça va peut-être me prendre 20 minutes, tu vois, 15-20 minutes max. Parce que ça sort naturellement, que ce soit un couplet très égotrip ou très poétique. Et du coup, je vois que j'écris, mais je sens que j'ai du mal à écrire et tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, en fait, stop. C'est juste pas le bon moment. Et le lendemain, je suis revenu, j'ai repris les mots que j'avais écrits sur une autre instru. J'ai écrit toute la fin du morceau qui dure 5 minutes. Le morceau, il dure 5 minutes, c'est 5 minutes de kickage non-stop. J'ai tout refait comme ça, hyper rapidement, j'ai écrit hyper rapidement. Et le morceau, aujourd'hui, j'en suis très fier. Mais je l'aurais fait le jour même, j'aurais pas pu. Toi, dans tes morceaux, on disait parfois tu cries, il y a une énergie. Mais en fait, il y a beaucoup de morceaux qui sont très, très mélancoliques aussi. Dans la vie de tous les jours, t'es quelqu'un de mélancolique? En fait, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, beaucoup se poser de questions, essayer de beaucoup se remettre en question aussi. Ça marche pas tout le temps. Et en fait, du coup, ça va impliquer que même si tu es joyeux, en fait, bah, des fois, tu l'es pas vraiment. Et des fois, c'est peut-être celui qui sourit le plus qui est le plus triste dans la pièce, en fait. C'est peut-être celui qui fait le plus le clown qui est le plus triste, en fait. Et ouais, si je devais me décrire au quotidien, je dirais que je suis pas forcément quelqu'un de... En fait, je suis quelqu'un d'agréable, mais je suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un de joyeux. Pourquoi tu me pénaves? Moi j'ai pas le temps de te parler de moi. Ouais, j'ai déjà connu l'amour, mais j'en veux plus dans ma vie. Beaucoup essayent de m'avoir, mais je descends plus trop la vitre. En fait, si les gens se limitent à ce qu'ils voient dans mes stories, ils se disent putain, il est trop drôle, il est trop joyeux, yes. Putain, j'aimerais trop être pote avec lui, ça se voit qu'il est trop marrant et tout. Mais c'est dans certains moments, parce qu'en fait, si je suis pas dans un endroit où je suis à mon aise, que je connais les gens autour de moi, etc. Quand je connais pas, c'est relou. Et puis même, tu vois, même avec mes potes, je suis pas tout le temps... ça peut m'arriver de juste être assis à un repas, de dire en fait, là, je parle pas, en fait, tu vois. On mange et je m'arrache, quoi. Et quand on te connaît pas trop, ou qu'on regarde pas de très près tes textes, on peut croire que tu viens de débarquer dans le rap.
alors qu'en fait, ça fait 10 ans que tu rappes. Mm. Et à une période, tu as eu un petit passage à vide, tu as laissé tomber. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es remis dedans à fond? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ouais, c'est bien renseigné. En fait, j'ai arrêté parce que... En fait, j'ai arrêté parce que c'était une période de ma vie qui était extrêmement compliquée. Non pas que j'ai une vie de ouf et que je sois à plaindre et tout. Il y a des gens il y a 1 milliard de personnes qui ont une vie beaucoup plus compliquée que la mienne. Mais à ce moment-là, c'est vrai que faire de la musique, c'était devenu quelque chose de pesant parce que ça représentait un échec de pas mal de choses. Ça... Ouais, en fait, ça cristallisait un peu tous les échecs que j'avais pu avoir, que ce soit amicaux, amoureux et du coup même de carrière, parce qu'en fait tu fais des choses mais ça bouge pas, il n'y a rien qui se passe et tu te dis putain pourtant je suis fort et non en fait ça bougera pas dans tous les cas. Et puis surtout, en fait, j'avais plus envie, et quand j'ai plus envie, en fait, je le fais pas. Que ce soit de la musique ou ne plus avoir envie d'aimer quelqu'un, en fait, je peux pas me forcer. Et de la même manière que je suis capable de claquer des doigts et de dire au revoir, en fait, t'es mon ami depuis des années, mais j'ai plus envie qu'on traîne ensemble. Bah, en fait, j'ai fait ça avec la musique, j'ai regardé la musique et je me suis dit, en fait, ça y est, c'est fini. Et j'ai décroché, vraiment, réellement, j'ai décroché. Je me suis séparé de mon matos, j'ai désinstallé mes logiciels, j'ai tout fait en fait, j'ai tout fermé, tout locked up et je me suis juste aéré l'esprit dans le sport, dans autre chose quoi. Et à quel moment tu t'es dit ok je reprends alors? En fait je me suis dit je reprends parce que déjà parce que ça me manquait. Et puis j'ai parlé à une amie à moi qui s'appelle Elodie. Et qui m'a dit en fait, moi je trouve dommage que tu arrêtes parce que tu as du talent. Si tu veux, je peux te présenter quelqu'un qui peut t'aider, qui fait des prods et tout. Tu le connais en plus, mais c'est juste que vous n'avez pas vraiment poussé votre relation. Et donc de là, en fait, je me suis mis à bosser avec la personne qui est aujourd'hui un de mes compositeurs, qui s'appelle Oji. Et le deal, c'était juste de faire la musique que j'avais envie de faire. Parce qu'en fait, avant, je me mettais des barrières en me disant je vais faire la musique que je suis censé faire parce que le rap, c'est censé être comme ci, comme ça. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai décroché, je me suis dit mais frère, t'es au courant que là, t'écoutes des trucs nigérians dans ta voiture? Que t'écoutes tous les derniers singles de rap français, tu les tues dans ta voiture? T'écoutes de la musique qui est commerciale. T'écoutes pas du rap de puriste. T'écoutes pas du rap à texte. En tout cas, pas toujours, tu vois. Et donc, ouais, en fait, je peux autant apprécier le meilleur morceau à plume de Akhenaton que la dernière dinguerie de NASA. Et en fait, ça va être pareil pour moi, c'est de la musique, c'est du kiff. Donc j'ai juste recentré le curseur sur la musique. Et avec Oji, on a repris le boulot. Et c'est passé par beaucoup de travail où je faisais des top lines sur des prods à lui, juste pour que voilà, lui puisse derrière les démarcher avec des top lines. Et j'allais en studio rencontrer des rappeurs. Et juste, je me posais dans un coin comme ça, dans la pièce. Puis à un moment donné, je disais, ouais, par contre, je pense que tu dois faire ci, ça, ça. Et le mec, il essaye. Ah ouais, putain, c'est bien ça. Eh mais frérot, pourquoi tu rappes pas? En fait, je rappe, c'est juste que tu sais pas. Mais je rappe déjà, en fait. Et donc, tout ce travail-là m'a amené derrière à retrouver mon équipe avec qui j'étais à la base, Medellin et Lowood. Et voilà, on a fait tout ce boulot pour préparer la mixtape, tous ces freestyles chaises pliantes, même si j'ai du mal à les appeler freestyle parce que pour moi c'est plus que des freestyles, mais les gens les appellent comme ça parce que le format veut qu'instinctivement on pense que ça en est, mais c'est juste des vrais morceaux courts en fait. Et tu as repris le rap, et par contre tu as commencé le cinéma avec la série Validé qui n'est pas encore sortie mais qui va sortir sur Canal+. Ouais. C'est une série qui est réalisée par Franck Gastambide. Et tu as le premier rôle dedans. Comment tu as réagi quand Franck Gastambide il t'a dit « Ok, c'est toi le premier rôle, t'es pris » ? Bah en fait, c'est fou parce que en gros, moi je travaille
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je travaille dans un hôtel, je suis responsable dans un hôtel. Et à côté, je fais ma musique. Et j'habite dans le fond du 78. Donc en fait, je fais des nuits de 4 heures. Et je vais au taf. Et quand je sors du taf, je vais au studio. Sauf que des fois, je travaille la nuit. Donc je vais au studio à 7 heures du matin. En sortant de mon taf. Et puis après, à midi, je rentre chez moi, je dors 4 heures. Et puis après, je reviens au studio et je repars au taf. Enfin, et donc en fait, moi, à un moment donné, je me dis, oh, frère, la santé, truc, je me mets à tomber malade pour rien alors que j'ai jamais été malade ou quoi, tu vois. J'arrête le taf. Et je me dis ça au bout de... Donc je fais un premier casting, puis je fais le callback, c'est-à-dire qu'on me rappelle pour faire un deuxième essai pour la série. Et après le deuxième essai, je me dis que ça marche pas, je sais pas, vas-y, tente, en vrai, tu vois, j'en discute avec ma mère et tout, avec mes parents. Vas-y, lâche, de toute façon, tu vois, tu te débrouilleras et tout, machin. Je le fais. Donc je quitte mon travail sans savoir où je vais aller, parce que la musique me rapporte rien. Enfin, voilà. Et je sais pas si je vais faire du cinéma ou pas. J'ai juste passé un casting et puis un callback. Et je démissionne. Je pars en vacances dans le sud-ouest. Et je suis en pleine rando vélo. Je termine ma rando vélo sous la grêle. Je reçois un appel. Ouais, allô, je suis avec mon kit main libre et tout, avec mon kit piéton. Ouais, frérot, c'est David Diane et tout, deuxième réal de la série. Est-ce que tu peux venir demain à Paris ? Ouais, pas de souci, j'arrive. Du coup, tac, je repars en urgence en train pour rentrer à Paris pour faire un troisième essai pour la série. Alors que c'était pas du tout prévu. Et je crois qu'une semaine ou deux après, encore une fois, je suis encore en train de faire du sport, je suis en train de courir à ma salle. Sur le tapis, je reçois un appel, un numéro que je connais pas, je réponds ouais, allô ? Ouais, c'est Franck, ça va ou quoi ? Ouais, ça va, ouais. Bon, bah voilà, c'est pour te dire, t'es validé. J'ai fait comme ça. Dès que j'ai entendu ouais, c'est Franck, stop. Ouais, frère. Ou je crois que je marchais, je faisais marche rapide, tu vois. Genre, j'apprends la nouvelle de ma vie en train de faire de la marche rapide. Mais frère, c'est incroyable. Incroyable. Donc là, sensation de fou. C'est à côté, il y a mon oncle qui court avec moi, il me regarde, il me fait. Comme ça, genre, c'est ça et tout, tu vois. Très peu de gens étaient au courant, mais lui était au courant, donc c'est incroyable. C'est un jour qui change la vie. Je crois que c'est le meilleur jour de ma life, en fait. Il y a beaucoup de rappeurs qui tentent le ciné. Mm-hmm. Et justement, on a demandé à Franck Gastambide comment il avait travaillé avec toi. Le principal défaut des rappeurs qui veulent devenir acteurs, c'est qu'ils jouent avec des postures. Donc ils se tiennent un peu comme ça. Et ça, c'est une catastrophe devant la caméra. Je voulais qu'ils comprennent ce que c'était de devenir un acteur. Je voulais qu'ils comprennent que pour être un acteur, il fallait s'abandonner, il fallait se lâcher, il fallait accepter de montrer une image qui n'est pas forcément celle qu'on est en vrai. Et au bout de quelques séances, Attic, il a compris ça. Et puis très vite, je voyais plus le rappeur, je voyais un acteur. Là, tu vois, Franck, il dit qu'il faut se laisser aller. Quand tu joues la comédie, il y a une barrière qui tombe. Est-ce que toi, le fait de rapper, d'aller puiser en toi, d'aller chercher des sentiments pour écrire des textes, pour rapper, est-ce que ça t'a aidé à jouer ? Le fait d'être rappeur, pour moi, c'est un point fort. Ça va pas être un obstacle. Par contre, ça peut être un obstacle dans la manière dont tu vas jouer sur ce que tu acceptes ou pas de montrer de toi. Mais étant donné que moi, dans ma musique, dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez pudique. Par contre, dans ma musique, c'est presque de l'impudeur, en fait. C'est-à-dire que tu peux aller vraiment si tu vas au fond des textes, tu peux voir des choses qui sont ultra personnelles. Mais si tu vas les chercher. Et le fait d'être un rappeur, ça fait qu'il y a des choses qu'on ne va pas forcément s'autoriser. Et là où Franck a fait un travail incroyable, c'est qu'en fait, il m'a fait comprendre que c'est justement ces choses-là que les gens ont besoin de voir à l'écran pour ne pas me prendre pour le rappeur qui joue, mais presque des fois pour que ce soit l'inverse. C'est ça. Je savais pas que cet acteur il faisait de la musique. Tu vois, les gens qui vont me connaître via la série et qui après tomberont sur des musiques de moi vont dire ah ouais, mais en fait il rappe aussi dans la vraie vie. Mais non, frérot, en fait, à la base, je suis rappeur et je suis devenu acteur par la force des choses. Et le fait d'être rappeur, pour moi, ouais, c'est juste une putain de force, en fait. C'est aller chercher au fond de soi-même, parce qu'on est habitué à le faire quand on écrit.
Et donc forcément, quand on dit... Après, il y a des scènes où c'est plus facile que d'autres. Moi, ma musique n'est pas forcément très joyeuse, donc j'ai plus de mal à jouer la joie. Mais quand on dit OK, là, tu dois pleurer, tu dois être énervé. OK. Je dis pas que c'est facile. Je dis juste que, à un moment donné, tu arrives à trouver les clés. Le tournage, c'était en été. Mhm. Et Franck Gastambide, il nous a parlé du fait qu'il faisait très chaud. Il a la manie de se trimballer en slip tout le temps. Même à la cantine, devant tout le monde, il se trimballait en slip. Alors, il a une plastique avantageuse, hein, tant mieux. Mais c'est un problème, faut pas se balader en slip tout le temps, enfin, Attic. C'est vrai, tu te trimbales en slip tout le temps. Ouais, il s'amusait. Il s'amusait à me prendre en photo. En fait, le truc, c'est qu'on passe notre temps à se changer, s'habiller, se changer, parce que dans une même journée de travail, on va tourner une séquence de l'épisode 8, une séquence de l'épisode 5, et donc il faut te changer, c'est pas la même tenue et tout. Et entre deux, t'as vu, moi je suis là, entre deux séquences, je vais me changer, et puis il fait ultra chaud, et puis il y a un mec qui m'appelle dehors, donc moi je sors du camion loge, ou je sors des... Et donc au final, je me suis déjà retrouvé, c'est pas tous les jours non plus, mais je me suis déjà retrouvé en caleçon dehors, et ça me vannait, ça me prenait en photo, mais moi je m'en fous, frère, tu vois. Puis c'était Brahim m'avait appelé Mimi Siku. Ta mixtape, elle s'appelle Chaise pliante. Toi, tu as des chaises pliantes partout, dans tous tes clips, partout. C'est quoi la chaise pliante parfaite? L'objet chaise pliante ou la musique? Ouais, tu les achètes où, tes chaises pliantes? Tu les trouves où? Dans les magasins de sport. La chaise pliante parfaite, elle n'est pas encore sortie. C'est toi qui la sortiras? J'espère. On verra. Merci beaucoup, Attic. Merci à vous. Merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.